Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir donc, ce matin pour cette Agora. Moi je m'appelle Nicolas Efferman, je suis directeur général France Benelux pour Intersystems. Je vous fais une toute petite introduction. Pour ceux qui ne connaissent pas Intersystems, on est au stand M60 de l'autre côté, donc n'hésitez pas à venir nous voir, surtout si cette présentation vous intéresse. Pour faire très court, Intersystems, nous, ça fait 45 ans qu'on se spécialise dans les technologies de gestion de la donnée de santé et son interopérabilité. Et donc aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir lancer un petit peu cette session sur un partenariat qu'on a fait donc avec le CH de Laval et le GHT de la Mayenne. Un partenariat qui allie, on va dire, une contribution technologique et d'expertise de la part de nous industriels à un vrai travail collectif de tous les acteurs de ce territoire pour s'attaquer à des enjeux qui sont très pertinents en ce moment et dont je vais inviter Monsieur Tréguenard, le directeur du CH Laval, pour poser un petit peu les enjeux et lancer la discussion. Merci. Merci beaucoup Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Donc Sébastien Tréguenard, je suis le directeur de l'hôpital de Laval et le président du comité stratégique du GHT de la Mayenne. Alors effectivement, je dois tout d'abord me féliciter de ce partenariat que nous avons construit avec Intersystems, dont Nicolas vient de parler, qui nous a permis de développer cette solution qui était très attendue par les praticiens et les acteurs de la santé de la Mayenne. On a vraiment voulu répondre à une question qui était comment améliorer les relations entre l'hôpital et la ville dans un contexte mayennais un petit peu complexe où la démographie médicale est en berne et où, à l'hôpital comme à la ville, et il était d'autant plus important de renforcer nos liens. Et donc, on va vous présenter, avec les intervenants que je vais vous introduire, on va vous présenter cette solution qu'on souhaite faire évoluer vers un modèle plus ambitieux de responsabilité populationnelle, d'où la présence d'Antoine Malone à nos côtés, donc qui représente, qu'on ne présente plus, qui représente la Fédération hospitalière de France, de M. Ntanga qui représente l'ARS des Pays de la Loire, le département numérique de l'ARS, numérique en santé, l'ARS sans laquelle nous n'aurions pas pu conduire notre projet, puisque ce sont les fonds de l'Agence nationale de santé des Pays de la Loire qui ont permis le déploiement de cette solution innovante qu'on va vous présenter. Jean-François Salard sera là également pour représenter, alors avec une double casquette, Jean-François, parce que vous êtes praticien, médecin, mais surtout membre du conseil départemental de la Mayenne, qui a été un des acteurs phares pour promouvoir ce projet. Et puis Vincent Herrera, directeur adjoint au CH de Laval, qui a été la cheville ouvrière avec Florence Cureau, Intersystems, de cette plateforme. Voilà, donc sans plus attendre, on va vous présenter le modèle qui nous a réunis et qui vraiment n'est pas un modèle hospitalier, mais vraiment un modèle, je ne vais pas dire communautaire, mais en tout cas de territoire, parce qu'il ne s'agit pas de... notre conviction, ça ne sert à rien d'imposer une solution depuis l'hôpital, il faut vraiment la travailler avec les acteurs du territoire, de manière à ce que tout le monde soit gagnant, et tout le monde y trouve son content, et c'est ce que je crois, modestement, on a réussi à faire en Mayenne. Alors c'est un petit territoire, c'est 310 000 habitants. On dit parfois qu'il y a plus de bêtes à cornes que d'habitants en Mayenne. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Mais ça nous a aussi permis d'être plus efficaces et d'avoir un front commun de l'ensemble des acteurs institutionnels, médecins, mais au-delà des médecins, tous les intervenants de la santé au sens large et hôpital pour construire cette plateforme. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Jean-François Salard. Bonjour à tous et à toutes. Oui, effectivement, le département de la Mayenne, c'est un petit département et cette dimension permet de bien connaître tous les partenaires et les acteurs, que ce soit dans le sens des tutelles, quand on va vers les tutelles de santé, l'ARS, la CPAM, le Conseil de l'Ordre également, qu'il ne faut pas oublier, et ou qu'on aille vers les acteurs du territoire, les contrats locaux de santé, les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, ou les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles. On connaît tous les acteurs, et moi un petit peu plus particulièrement, puisque j'ai fait 39 ans de médecine générale et j'étais auparavant aussi
coordinateur de la MSP du nord-est de la Mayenne. Donc à partir de là, étant donné les besoins, effectivement, la désertification médicale, c'est un gros mot, il paraît qu'il ne faudrait pas l'employer au niveau politique, ce n'est pas très bien vu, mais c'est la réalité, donc on peut l'appeler autrement, mais il y a bien un problème de démographie médicale. Et donc il y a 2 ans, on a organisé au niveau du conseil départemental des états généraux de la santé pour avoir une concertation au niveau de la population et au niveau de tous les acteurs de santé. Donc il y a eu différents modules d'organiser et avec un rendu lors d'une soirée à laquelle M. Malone participait. Ça nous a permis de nous faire une feuille de route, nous, au niveau du conseil départemental, avec une trentaine de fiches actions. Bien sûr, on n'a rien inventé, hein. Il y a 2 gros axes. Le premier, c'est l'économie du temps soignant, puisqu'on manque de soignants, donc il faut économiser leur temps soignant. Avec la collaboration avec des nouvelles professions, du style infirmier pratique avancé, assistant médical, et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, infirmière de coordination et de liaison, qu'on a appelée ensuite infirmière de cellule parcours ordonnancement, pour vraiment que le soignant puisse se consacrer à son cœur de métier. Les soignants avaient exprimé aussi le besoin d'un outil informatique à leur service, et non pas l'inverse. Il faut que l'informatique soit au service des soignants et s'adapte à ses besoins. Il était noté aussi un besoin d'un annuaire de tous les professionnels de santé afin de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants et afin de faciliter aussi la mise en relation des différents acteurs déjà présents sur le territoire. Donc pour cela, nous avons mis en place avec donc, le GHT une plateforme de communication pour faciliter la communication entre la ville et l'hôpital, entre les médecins de ville et les autres praticiens de ville et les spécialistes, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, donc qui s'appelle MyVilleHop et qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc, en tant que conseiller départemental, moi, je me suis donné comme mission d'être un peu l'ambassadeur de cet outil de communication. Donc, comme je vous ai dit, en ayant l'avantage de connaître pas mal d'acteurs du territoire, et donc avec la casquette aussi conseiller départemental, éventuellement financeur de différentes structures, ça peut aider aussi pour ouvrir quelques portes. Donc, ce qui est très important, c'est évidemment que ce système diffuse largement sur le territoire pour qu'il soit efficace. Sinon, ça risque de faire un flop à long terme. Mais pour l'instant, on est bien parti, puisqu'il y a de plus en plus d'utilisateurs avec, comme on va vous l'expliquer tout à l'heure, des satisfactions des professionnels de santé. Voilà, je vais passer la parole à M. Herrera qui va vous expliquer dans le détail le fonctionnement de cette plateforme. Merci. Là, on vous a mis la présentation qu'on avait faite l'an dernier à Santexpo. On l'avait fait en mai et on a lancé la plateforme en juillet. Je vais revenir très brièvement sur la méthode de travail. Initialement, on envisageait de prendre la plateforme Ville-Hôpital d'un dossier patient parce qu'il y a des produits qui sont très intéressants. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne méthode. Et donc, on a changé de braquet. On n'est pas sur un logiciel hospitalier qui est ouvert à la ville. On est sur une plateforme territoriale financée par l'ARS à l'instigation des États généraux de la santé qui est co-construite avec les professionnels de santé. La notion de co-construction est très importante. C'est que, en fait, Madame Cureau pourra détailler les aspects techniques, mais c'est une plateforme dans laquelle on a plugué différents modules et tous ces modules ont été co-construits. Le premier avec les médecins de ville, ensuite on a fait la même chose avec les pharmaciens et ensuite avec les paramédicaux. Et donc, en termes d'acceptabilité, c'est l'outil des professionnels pour les professionnels, ce n'est pas qu'un slogan. Et lorsque des médecins de ville, des paramédicaux ou des pharmaciens souhaitent des évolutions, même si elles sont des évolutions qui sont mineures, il y a cette faculté, cette réactivité de donner suite à ces demandes. Et c'est ça aussi qui a facilité la réussite du projet. C'est que le cahier des charges a été validé en février 2023 et on l'a validé avec les professionnels du territoire. Et on a lancé l'expérimentation en juillet et donc là, on a un recul de 9 mois. Et à chaque fois qu'il y a des grands changements, à chaque fois, ça prend entre 2 et 4 mois de façon à rester à l'écoute et rester disponible pour les professionnels du territoire. On ne peut pas être dans une logique de temporalité d'1 an ou 2. Je vais passer la parole à M. Ntanga qui va peut-être donner le point de vue de l'ARS.
Et ensuite, on reverra avec le docteur Salar et Mme Curo pour les aspects techniques les différentes fonctionnalités de la plateforme. Bonjour à tous. Donc moi, je représente l'ARS pour ce projet. Et ce qui nous a motivés sur ce projet, c'est la priorité de l'ARS. Aujourd'hui, c'est vraiment la permanence et la continuité des soins. Et donc, dans ce projet-là, on a vraiment retrouvé, quand il nous a été présenté, on a vraiment retrouvé ces éléments-là, ces éléments de réponse. Donc, le premier point, vraiment, pour la permanence, c'était d'améliorer les partenariats. Donc, entre autres, on va dire essayer d'améliorer les flux au niveau des urgences et donc d'utiliser un lien entre la médecine de ville et les urgences. Et tout à l'heure, on a parlé un peu des difficultés du territoire, mais le territoire mayennais aussi a des forces. Donc, par exemple, la PDSA, la permanence des soins ambulatoires, elle est à 100% sur le territoire. Donc là, la proposition, entre autres, du GHT de s'appuyer sur ce réseau-là, c'était vraiment un point fort. Ça, c'est un premier élément. L'autre point qui est important sur ces projets-là, c'est réussir à embarquer tout le monde. Donc là aussi, encore une fois, la force du projet, c'était d'avoir tous les professionnels de soins, en tout cas un grand nombre de professionnels de soins qui s'embarquaient. Là, on a la suite avec les pharmaciens. Donc ça, c'était un peu le gros point d'entrée qui nous a plu. Et après, la suite, c'était la continuité du soin. Donc là, pour la continuité du soin, c'est ce qu'offre un peu la plateforme, puisque l'objectif, c'est d'avoir un niveau d'information pour tous les professionnels de soins sur le patient. Donc on met le patient au cœur du système d'information et ça permet à tous les professionnels de soins qui suivent le patient d'avoir l'information et de pouvoir la consulter, d'être notifiés du chemin. Donc ça, c'était vraiment les deux gros éléments qui ont permis un peu de lancer le projet. Et donc maintenant, on attend la suite. On va vous présenter donc à trois les différentes fonctionnalités. D'abord, les premières qui ont été mises en place en été 2023 et ensuite, on verra celles qui ont été mises en place progressivement. Donc, l'une des premières demandes des médecins de ville, c'est de pouvoir accéder aux données hospitalières et de pouvoir échanger avec les médecins en temps réel. Donc, du coup, une synthèse des dossiers du DPI de Laval et bientôt des autres établissements de la Mayenne, y compris la clinique, et on est aussi en lien avec les laboratoires de ville, vont pouvoir être accessibles pour les médecins du territoire en tant que médecins traitants. Donc, en tant que médecin traitant, non seulement on a accès au dossier de son patient, et on est aussi notifié lorsque le patient arrive aux urgences, lorsque le patient est hospitalisé, lorsque le patient sort de l'hôpital ou lorsque le patient décède. Tout ça, ça fait suite à des demandes des médecins de ville. Il y a aussi un lien contextuel vers le DMP, auquel les médecins peuvent accéder, parce que ce soit pour la plateforme comme pour le DMP, il y a un accès ICPS. Ensuite, il y a le côté annuaire et espace de discussion. L'annuaire est une préconisation des États généraux de la santé et il est lié à un espace de discussion. La philosophie, c'est que non seulement les professionnels peuvent se connaître via cet annuaire et savoir qu'il y a un nouveau chirurgien spécialiste de telle activité, qu'il soit à l'hôpital ou à la clinique, peu importe, et que ces professionnels puissent échanger entre eux. Ensuite, il y a la question de la projection de l'expertise hospitalière. Le premier module qu'on avait demandé, c'est les demandes semi-urgentes. Une demande semi-urgente, c'est ce dont un médecin de ville va avoir besoin lorsqu'il est avec son patient, avec une réponse entre 3 jours et 3 semaines, pour faire simple. Ce n'est pas de l'urgence qui, là, vient aux urgences, mais il y a trop de situations, et pas qu'en Mayenne, je pense, où les médecins de ville, faute de pouvoir accéder suffisamment facilement à un avis spécialisé, parce que le médecin ne peut pas, entre deux patients, appeler le standard, appeler le secrétariat de cardiologie, joindre le cardiologue qui, lui, n'a pas forcément que ça à faire d'être autour du téléphone, et que ces patients, par défaut, viennent aux urgences. Donc, on passe d'un temps subi pour les médecins requis, donc les médecins hospitaliers ou de la clinique, à un temps choisi, dans la mesure où on n'est pas dans une urgence en termes d'heures, mais avec une réponse qu'on garantit dans les 48 heures. Ce n'est pas une prise en charge dans les 48 heures, c'est une réponse, évidemment. Et on a la téléexpertise, c'est un module téléexpertise classique, mais la valeur ajoutée, c'est son intégration dans tout l'écosystème. Ce que nous ont dit les médecins de ville, c'est 1, on veut une connexion au CPS, et 2, on ne va pas se connecter à 4 logiciels différents, sinon on n'ira pas, on n'a pas le temps. Et donc, en se connectant à la plateforme, les médecins, et puis les pharmaciens aussi, ont accès à l'ensemble de ces modules. Le module pharmacie est une adaptation du module pour les médecins
aux pharmaciens qui ont dit nous, on souhaite avoir les avis spécialisés, on veut une adaptation du dossier patient, etc. Je vais revenir sur chacun des modules, puis le docteur Salard pourra compléter pour le point de vue des médecins. Donc là, vous avez une impression d'écran de l'accès au dossier médical d'un patient. Donc il y a l'ensemble des éléments des 12 derniers mois, enfin une synthèse, les éléments choisis, parce que si un patient était hospitalisé en réanimation, il y a 120 pièces jointes et ça n'a pas d'intérêt. Les pharmaciens ont dit, nous, on veut que vous isoliez les ordonnances et les vaccinations. Donc, typiquement, ça a été fait en 3 mois par Intersystème parce que c'est la demande des pharmaciens. Et c'est ce qui fait que les pharmaciens adhèrent aussi. Là, vous avez les séjours. L'équipe de soins, elle est essentielle et on en reparlera avec M. Malone après dans le cadre des parcours et de la responsabilité populationnelle. C'est l'équipe de soins qui va faire le parcours et cette équipe de soins doit être enregistrée quelque part. Et ensuite, vous avez les données administratives qui sont liées à la gestion administrative des patients. Comme ça, il n'y a pas de problème d'identito-vigilance. Et ensuite, il y aura les demandes semi-urgentes, les téléexpertises, etc. Là, vous avez les notifications, et le docteur Salard pourra en dire un mot. C'est essentiel pour les médecins d'être prévenus quand leur patient est pris en charge. C'est une impression d'écran dont on a enlevé les noms. Mais là, c'est ce qu'on a lancé en juillet. Et donc, les médecins, à partir de juillet, ont eu une alerte. Monsieur Herrera a été admis aux urgences. Monsieur Herrera a été admis en orthopédie. Monsieur Herrera est sorti de l'établissement. On est dans une logique où les médecins de ville ne vont plus à la pêche aux informations, ce qu'ils n'ont pas le temps de faire, mais où les informations leur sont poussées. Pas un micro pour le docteur Salard? Oui, c'est le premier témoignage, puisque j'ai été me renseigner auprès de mes confrères actifs, disons, pour savoir un petit peu quels étaient leurs ressentis. Le premier de mes confrères, à propos des notifications, m'a tout de suite signalé, pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé pour les demandes d'hospitalisation programmée ou de rendez-vous semi-urgents. Mais par contre, j'apprécie énormément de savoir ce que devient mon patient, étant donné que dans MS Santé, j'ai l'information de son hospitalisation et dans quel service. Et de la même façon que le courrier qu'il reçoit sur MS Santé, tout ça s'est transféré dans les dossiers, si bien que n'importe quel médecin du collectif qui intervient auprès de ce patient connaîtra son parcours. C'est très important ce que vient de dire le docteur Salard sur l'aspect collectif, c'est qu'on n'est pas dans un lien de mail à mail. Que ce soit au niveau du service hospitalier ou du cabinet médical, tous les cardiologues peuvent répondre aux téléexpertises et aux demandes semi-urgentes. Et au sein d'un cabinet médical, il y a une délégation de droit. Et donc, du coup, les médecins peuvent accéder aux différentes demandes. Du coup, on n'est pas dans la situation où le docteur X est parti en vacances et le patient est tombé dans un vide. Donc, depuis novembre, entre novembre et donc fin avril, début mai, on a eu 349 demandes semi-urgentes. Donc c'est un nombre assez conséquent. On ne voulait pas non plus avoir trop de demandes parce que s'il y avait 200 demandes par semaine, les médecins hospitaliers n'auraient pas pu suivre, mais c'est quelque chose qui monte en puissance. Et ce sont des demandes détaillées. Les médecins de ville avaient l'inquiétude, les médecins hospitaliers avaient l'inquiétude que les médecins de ville fassent des demandes un peu trop généralistes et pas assez étayées. Et il y a une très grande discipline des médecins de ville. Et ça marche aussi parce que dans les territoires comme la Mayenne, aussi grâce aux États généraux de la santé, les médecins hospitaliers de ville se parlent et donc sont conscients des sujets des uns et des autres. Les téléexpertises, ce sont des demandes, ça ressemble aux demandes semi-urgentes, mais c'est un autre module, sauf qu'il y a un module facturation qui est intégré tant pour l'hôpital que pour le médecin de ville, c'est pour ça qu'on l'a mis à part. Et que ce soit pour les demandes semi-urgentes ou la téléexpertise, vous avez l'espace de discussion qui est lié à l'annuaire. Là, c'est très intéressant et c'est tout l'intérêt du projet. C'est quelque chose qui n'était pas complètement en place au début et qui est venu avec les demandes des médecins de ville et des médecins hospitaliers. Techniquement, une demande semi-urgente arrive à l'hôpital, on peut taguer, entre guillemets, comme sur WhatsApp. On va dire que la demande est pour la cardiologie, mais on peut taguer le pneumologue, on peut taguer le biologiste, on peut taguer le médecin de ville, quel que soit le sujet de la prise en charge, et ça vous fait une sorte de mini-groupe WhatsApp sur la téléexpertise de M. Dupont ou sur la demande semi-urgente de M. Dupont, et tout ça est lié à l'annuaire, qui est un annuaire interactif. Donc du coup, en cliquant sur le docteur Bill, qui est ophtalmologue, vous pouvez lui faire une demande semi-urgente ou une demande d'avis spécialisé. Et donc, il y a l'annuaire des trois hôpitaux MCO de la Mayenne. Il y a la polyclinique du Maine qui maintenant est en train d'entrer dessus. On a les pharmaciens de ville et on va bientôt avoir la médecine de ville. Tout ça est en train de se construire. Et donc, tout le monde pourra communiquer et surtout, tout le monde pourra se connaître. Parmi les avantages qui m'ont été cités à travers des observations,
Je peux vous citer une observation d'un patient de 72 ans, diabétique, qui avait des douleurs des membres inférieurs, une fièvre inexpliquée. Il avait eu son bilan hospitalier. On partait plutôt sur un diagnostic de cytomégalovirus. Il est ressorti et en fait, ma consoeur constatait qu'il avait toujours ces douleurs. Le syndrome inflammatoire persistait. Donc, elle a transmis à l'infirmière de la cellule par coordonnancement son observation, ses inquiétudes, ses doutes. Et l'infirmière, sans justement la orienter vers un service particulier, c'est aussi l'avantage. On peut aussi bien aller vers un spécialiste qu'on connaît bien parce qu'on sait qu'il va être concerné par l'observation. Là, étant donné que c'était un cas un peu clinique complexe, c'était aussi bien d'avoir le contact avec différents services possiblement concernés. Et finalement, elle a obtenu rapidement une téléexpertise entre le médecin hospitalier de Laval qui a concerté l'infectiologue de Rennes, et si bien qu'ils ont fait avancer le dossier ainsi, alors que sinon, il aurait fallu repasser probablement par une hospitalisation. Et donc là, on a vraiment un cas de figure où il y a tous les usages et tout l'intérêt des différents outils informatiques. Alors juste pour dire quelques mots sur la plateforme qui a été mise en place. Et après, on reviendra sur les services à venir, en tout cas pour, dans le futur. L'idée vraiment de la plateforme, c'est d'avoir un guichet unique qui va intégrer donc différents services qui soient déjà existants sur votre territoire, parce que vous pouvez déjà en avoir, ou alors de nouveaux qu'on va pouvoir vous proposer. Et dans une optique vraiment, donc on parlait tout au début de la co-construction, hein, donc il y a vraiment un démarrage du projet qui est une co-construction, une discussion entre la ville et l'hôpital. L'idée, c'est de fournir, d'intégrer des services ou d'en fournir qui vont être vraiment, satisfaire vraiment les besoins de votre territoire. Cette plateforme, elle va faciliter l'accès. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un guichet unique qui vous intègre tous ces services, tout en garantissant, bien évidemment, la sécurité derrière et donc tous les droits d'accès, les habilitations que vous avez au niveau de l'accès aux données des patients. Et c'est ça aussi qui est apprécié, c'est que à la limite, pour le professionnel de santé, peu importe le service qui est derrière, ça ne le concerne pas. Et c'est ce que nous ont dit les médecins de ville dès le début. Ils nous ont dit « votre complexité ne nous concerne pas. Donc débrouillez-vous ». Et c'était peut-être un peu dur à entendre, mais au moins c'était salutaire parce qu'on a quelque chose qui marche. Très brièvement, les services qu'on est en train d'installer, un module actualité, là encore, ça fait écho aux demandes des professionnels de terrain. Les pharmaciens d'officine nous ont dit « nous, on va mettre notre planning de garde ». Nous, on peut mettre par exemple les fois où on peut être régulé aux urgences. On peut aussi dire si on a l'arrivée d'un nouveau chirurgien, d'une nouvelle spécialité à l'hôpital de Laval ou de Mayenne. On est en train d'élargir les données médicales à la fois aux autres hôpitaux du GHT qui sont désormais sous le même dossier patient, ce qui n'était pas le cas l'an dernier, aux cliniques, il y a surtout une clinique. On est en lien avec les EHPAD, il y a 26 EHPAD autonomes pour intégrer ces données, tout ça avec un identifiant unique, hein, avec un SRI commun, et aussi avec la biologie de ville. On a vu on est en train de construire un module pour les infirmiers libéraux qui est encore une adaptation du module principal. Ils nous ont dit, nous, voilà, on veut la portabilité parce qu'on est avec notre smartphone au chevet du patient à domicile. On veut quelque chose d'extrêmement simple. Donc, on est en train de convertir l'outil en application, même s'il est déjà accessible sur smartphone pour qu'elle soit encore plus ergonomique. On a un module de téléconsultation qu'on est en train d'ajouter qui va être opérationnel avant l'été, qui va servir à la fois en interne, au sein du GHT et aussi avec la ville, avec de la téléconsultation assistée et non assistée. Ce qui est notification V2, c'est qu'en fait, au fur et à mesure, on va pouvoir intégrer des données qui vont être structurées dans la plateforme. On va avoir un moteur de recherche dessus qui va permettre techniquement, même si on ne va pas le faire dès le début, de faire quelque chose d'un peu plus intelligent. Je suis diabétique, j'ai certaines données médicales, mon IMC, mes antécédents, ma glycémie, etc. Je fais une prise de sang au laboratoire Saint-Lab qui est à Mayenne. Ma glycémie remonte et selon l'algorithme qui aura été défini par les médecins, et ça c'est typiquement de la responsabilité populationnelle, il y aura une alerte. C'est un exemple, mais vous pouvez décliner ça à l'infini. L'élargissement de l'annuaire, j'en ai parlé. Et puis là, ça fait une bonne transition sur l'aspect responsabilité populationnelle, c'est les parcours. C'est que là, c'est un socle qu'on a mis en place.
On est en train de mettre en place un module parcours qui, pour chaque patient, que ce soit en hôpital-ville ou en ville-ville, va permettre de pouvoir proposer des tâches à l'équipe de soins et assurer le suivi collectif par cette équipe de soins. L'idée étant que M. Dupont, 82 ans, dont on sait qu'il ne va pas forcément suivre son parcours et qui revient sans cesse aux urgences, je caricature un peu, mais malheureusement pas tant que ça. Son médecin traitant est notifié, l'IDEL est notifié, le pharmacien est notifié, l'ADMR est notifié, parce que c'est aussi un acteur important, et ça permet de garder les patients dans un maillage de soins. Et c'est toute la logique RP qui va vous être présentée par M. Tregnar et M. Malone. Oui, merci, merci Vincent. Et en fait, on voit tout ce qui a été dit, c'est un socle et ça rejoint un programme très, très, très important qu'on a lancé à la Fédération hospitalière de France il y a maintenant 5 ans et qui repose sur l'idée tout simplement que pour avoir un système de santé soutenable à long terme, en capacité de répondre aux besoins à long terme, il faut impérativement réorienter notre système vers la prévention, le maintien en santé. Et ce maintien en santé dépend de l'action commune de tous les acteurs, toutes les personnes qui interviennent autour d'un patient et du patient lui-même. D'où cette notion de responsabilité populationnelle. Un résultat de santé dépend en fait de l'action, bien sûr, du médecin généraliste, bien sûr des médecins hospitaliers, des infirmières, des pharmaciens, des masseurs kinés, des nutritionnistes, de l'entourage de ces patients. Et c'est vraiment ce travail commun qui va permettre d'atteindre le résultat. L'objectif de ce modèle, c'est d'exécuter systématiquement, en fait, la bonne pratique en fonction des besoins de santé. Ces besoins de santé, et là, je vous présente ce qui a été, d'ailleurs, c'est pour la Mayenne. Il s'agit bien sûr de dire, si on veut répondre à ces besoins, bien, quels sont-ils? De quoi ça a l'air une personne à risque de diabète? De quoi ça a l'air une personne un peu malade, beaucoup malade, très malade, polypathologique? Et derrière, qu'est-ce qu'il faut faire pour chacun? Ces stratifications sont élaborées avec les sociétés savantes et s'appuient sur l'exploitation des bases de données nationales qu'on peut ensuite projeter sur chaque territoire, ce qui vous permet de dire, bien, en Mayenne, vous avez à peu près 2000 personnes 2000 habitants de Mayenne qui sont dans un diabète un peu simple et vous avez 1200 personnes qui sont polypathologiques. Donc, ça nous permet de connaître les besoins de santé et aussi de savoir ce qu'il faut faire pour chacun. Derrière, évidemment, ce qui est important, c'est de savoir, mais chez nous en Mayenne, ou chez nous à Vesoul, ou chez nous à Douai, comment on s'organise pour faire ce qui doit être fait pour chacun. Et c'est ce qui permet de construire localement des parcours qui sont très spécifiques, très locaux, mais qui vont toujours être calés sur les meilleurs standards. Et ça permet de savoir, alors, dans une année, comment est-ce qu'on devrait s'organiser, qu'est-ce qu'on devrait faire pour une personne, et aussi, bien sûr, de permettre à la personne elle-même de dire, mais cher monsieur, chère madame, dans l'année, vous devriez voir votre nutritionniste, vous devriez voir votre médecin, vous devriez voir le diabétologue, et donc de savoir dans une année, ou 2 ou 3, qu'est-ce qu'il faut faire pour chaque patient. Ce programme, aujourd'hui, on l'a déployé, testé dans 5 territoires pilotes, maintenant 8. Et on voit bien, avec cette pyramide, qu'on va être sur des volumes de population importants et beaucoup d'acteurs qui interviennent. Et donc, ça veut dire que ça nécessite un système d'information. Et la vérité, aujourd'hui, le modèle produit des résultats. Nous, on peut le mesurer. Dans nos 5 territoires pilotes, on a réduit la proportion des séjours de patients diabétiques qui arrivent par les urgences d'1 tiers. Donc, c'est des résultats impressionnants. On a augmenté la part de séjours ambulatoires pour ces patients de plus de 20 %. Et donc, ça, c'est toute la capacité à programmer, évidemment, les interventions, ce qu'il faut faire, etc. Comment on fait aujourd'hui? On utilise un système d'information traditionnel dans ces 5 territoires pilotes qui est essentiellement le tableau Excel et le téléphone. Donc, on voit bien que ce n'est pas soutenable. Et on voit bien que si on veut porter ce modèle à une autre échelle, à une échelle où vraiment on peut soutenir réellement le travail des professionnels, la dimension système d'information est extrêmement importante. Et la Mayenne, de fait, va être les premiers territoires qui intègrent dès l'origine cette dimension de système d'information collective construite par les professionnels de santé, pour les professionnels de santé, pour leur permettre de bien travailler. Donc, pour nous, à la FHF, et là, vraiment, merci à Intersystem, c'est très important ce que vous allez faire parce que ça va nous permettre aussi d'apprendre, mais dans le fond, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qu'il faudrait modifier, comment est-ce qu'on peut concevoir cette dimension système d'information.
Donc, on attend et on regarde et on va soutenir tout ce qui est fait en Mayenne. On a vraiment très, très hâte de vous accueillir dans la famille parce que ça va être aussi un apprentissage collectif pour nous de ce qui peut être fait, de ce qu'on peut développer, comment on peut concevoir ces enjeux. Et merci, bien sûr, à l'Agence régionale de santé d'avoir rendu ça possible parce que, bien sûr, ça demande des moyens, ça demande du financement, ça demande un appui. Et ça, l'ARS l'a très, très bien compris. Oui, en écho aux propos d'Antoine, dont je me réjouis de l'accueil au sein de la famille FHF de notre projet, vous dire qu'effectivement, on a donc impulsé, grâce à notre partenariat avec Intersystem, cette plateforme et qu'on veut en faire quelque chose de plus. On veut prendre appui sur cette plateforme pour effectivement résoudre ce problème qu'on a abordé tout au long de cette présentation, qui est le fait que certains patients, du fait de notre démographie médicale problématique, accèdent tardivement aux soins. Et notre responsabilité en tant que directeur d'hôpital, médecin, encadrement, c'est justement d'essayer de résoudre ce problème. Et plutôt que d'attendre le patient aux urgences, d'essayer d'aller vers lui dans 2 pathologies qui sont bien décrites par la HAS, que sont le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque. Et donc, l'idée, c'est que tous les patients qui vont à un moment ou à un autre croiser le chemin de nos hôpitaux soient détectés avec leur accord, évidemment, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que nous nous conformons au RGPD. Je tiens à le préciser, si jamais il y avait des inspecteurs dans la salle, et que si le patient est d'accord, on va lui proposer un programme conforme à la responsabilité populationnelle qu'évoquait à l'instant Antoine Malone. C'est vraiment un aboutissement pour nous que d'arriver à cette concrétisation, et je me réjouis prochainement, le 1er juillet, de pouvoir conventionner avec la FHF, avec l'ARS, en présence d'Intersystem, sur le lancement et le fait que nous rejoignions effectivement les territoires pilotes pour promouvoir une santé vraiment territorialisée, où chacun, effectivement, apporte sa pierre et avec le bénéfice, j'espère, le plus grand pour les patients mayennais qui en ont le plus grand besoin. Et je crois qu'on a fini. Donc on est prêt à répondre à vos questions. Merci. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Sarlon, je suis médecin de santé publique et je travaille sur la responsabilité populaire. Pardon. Bonjour. Ah, voilà. Excusez-moi. Emmanuel Sarlon, je travaille sur la responsabilité populationnelle dans les Alpes, sur le parcours d'insuffisance cardiaque, et en ce moment, nous sommes très intéressés par tout ce qui est e-parcours et parcours numérique. Ma première question, c'est est-ce que le patient peut avoir accès à votre plateforme? Ou si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est prévu, notamment par Intersystem, que les patients puissent accéder en fait à un certain nombre de notifications ou un certain nombre de suivis sur leur parcours, qu'ils soient diabétiques ou insuffisants cardiaques? C'est une question que vous faites bien de poser, qui est souvent posée dans les présentations qu'on fait. Ça n'a pas vocation à être un DMP bis, donc il n'y a pas de logique que le patient accède en direct à son dossier, qu'il puisse trier les données, donner les accès, etc. Pour autant, dans le cadre d'un parcours de soins, on a prévu, pour avoir l'engagement du patient, entre guillemets, si jamais on veut lui poser une question, il doit remplir un questionnaire sur le tabac ou que sais-je, qu'il puisse, mais il ne va pas se connecter à la plateforme, avoir accès à la même chose, mais il y a quelque chose de numérique qui peut lui être envoyé pour qu'il renseigne un questionnaire, par exemple. Ça fait partie des choses qu'on peut inclure dans les différents parcours. Par contre, sur l'accès au même titre que les médecins, ça c'est quelque chose que la plateforme n'a pas vocation à faire. Je tiens vraiment à le repréciser, ça a été dit par Vincent, mais on n'a pas vocation à dupliquer le DMP. C'était un peu le reproche qu'à un moment, quand on a commencé à discuter avec la CPAM de la Mayenne, on nous a dit « mais vous êtes en train de réinventer la poudre ». Pas du tout. Le DMP existe toujours, avec un accès patient effectivement natif, en quelque sorte. On vient nous proposer une solution qui n'entrave pas l'alimentation du DMP, mais qui facilite les accès de communication et les voies de communication entre professionnels. Donc c'est vraiment un outil plutôt à usage des professionnels au bénéfice du patient, mais qui n'est pas une duplication du DMP. J'ai plusieurs questions.
Par exemple, concernant les pharmaciens, on sait que dans le lien ville-hôpital, il y a tout ce qui concerne la conciliation médicamenteuse où les pharmaciens hospitaliers ont besoin de communiquer avec la ville pour savoir quelles sont les autres ordonnances. Est-ce que ça, vous l'avez prévu? Est-ce qu'il est envisagé d'inscrire, par exemple, les dépistages organisés? Est-ce que le dépistage du cancer colorectal a été fait, la mammographie, des choses comme ça qui serviraient de repère peut-être pour les différents professionnels? Et puis enfin, est-ce que vous pourriez nous parler du coût, notamment ce que l'ARS a mis financièrement dedans, ce que ça coûte pour les établissements? Et j'avais une petite question subsidiaire. Qui reste en dehors, en fait? Comment vous faites pour les professionnels qui restent en dehors? J'imagine qu'ils ont plutôt intérêt à rentrer parce que là, ils auront accès plus facilement à des spécialistes, à des avis, etc. Mais voilà, comment ça? Je pense qu'on va répondre à plusieurs voix parce qu'il y avait 4 ou 5 questions. Sur la première question, j'ai oublié de le préciser. Dans le module pharmacie, vous avez Hospiville. Et donc là, dans les différents modules que vous avez sur le bandeau latéral gauche, eh bien, dans la version de pré-production qui va être mise en ligne, il y a un lien contextuel. Hospiville va être intégré et ça répond, tant pour les médecins de ville que pour les pharmaciens, à avoir une connexion unique. Pour tout ce qui est dépistage et autres, ça fait partie des choses auxquelles on n'a pas encore réfléchi, mais l'idée, c'est de prendre ce que souhaitent les acteurs de terrain. Et techniquement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Là, ça va dépendre des réunions pluridisciplinaires où les gens vont dire voilà ce qui est intéressant pour nous et on veut cette étape de prévention ou autre. Mais la plupart des évolutions répondent à des demandes, donc il y a beaucoup de choses qui sont faisables. Et la dernière question, c'était quoi parce que j'avais noté? Ah non, le coup, ah oui, sur les professionnels qui restent en dehors, docteur Salard. Dans la mesure où c'est quelque chose qui leur permet à tous ceux à qui on a parlé d'avoir accès aux données médicales et d'échanger avec leurs confrères, on n'a pas rencontré de réticence. Et il y a aussi le fait que c'est un outil territorial, mais le docteur... Le principe, c'est bien sûr la liberté de prendre ou de ne pas prendre. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment ambassadeur de cet outil parce qu'il faut absolument amener un maximum de professionnels à le tester, à l'apprécier pour qu'il rentre dans le système, pour qu'il soit performant. Mais sinon, ceux qui sont réfractaires, il y a toujours des réfractaires, ils continueront à évoluer comme ils le faisaient dans le passé. La question sur le coût. Là, l'ARS a mis 450 000 euros. Donc l'ARS, 450 000 euros sur un an. Après, ce qu'il faut retenir, c'est ce qui a vraiment plu sur ce qui pousse en fait à lancer des projets. On le sait, c'est le temps médical, il est difficile à obtenir. Et là, sur le projet, la grosse force de ce projet, c'est d'avoir réussi à réunir tous ces acteurs autour de la table. Donc, quand on a une opportunité comme ça, on a tendance à dire faut y aller. Donc c'est ça qui nous a motivés. Et après, il y a une approche un peu agile sur le projet. C'est que les financements, ils arrivent au fil de l'eau en fonction des modules, qui permet d'éviter l'effet tunnel et donc de visualiser ce qui arrive. En complément des propos de M. Ntanga, je voulais préciser aussi que là, vous l'avez compris, on a été dans une démarche agile, c'était bien le terme, et on remercie Intersystem d'avoir répondu comme ça en ping-pong quasiment à nos demandes. Et on a trouvé nécessaire, et Intersystem et l'ARS, et nous, de commencer à structurer notre projet de manière beaucoup plus méthodologique. Et donc, on s'achemine, a priori, je parle sous votre contrôle, vers un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens autour de ce projet, pour justement tracer les financements et puis également avoir une équipe dédiée sur ce projet, parce que c'est ce qui nous a fait un peu défaut. On a fait ça avec les moyens du bord du côté du GHT, et là maintenant il faut qu'on arrive effectivement à bien identifier les acteurs et à rentrer dans un process un peu plus industriel en quelque sorte, parce que sinon effectivement on risque de s'en mêler les pinceaux et de pas parvenir à notre ambition effectivement d'une ERP efficiente. Donc voilà, il y a eu ces investissements de départ qui étaient vraiment utiles, nécessaires, et je remercie à nouveau l'ARS. Maintenant, il faut qu'on évolue vers un cadre un peu plus normatif pour bien avancer.
Oui, bonjour, Géraldine Cornet-Giquel, directrice des services numériques à l'ARS PACA. Moi, j'ai deux petites questions. Donc, la première, par rapport à la cellule ordonnancement et parcours que vous avez mis en place au niveau du GHT, est-ce qu'elle était préexistante à la plateforme numérique ou est-ce que les deux se sont mis en place en même temps? Et mon autre question, c'est par rapport au tableau de bord d'analyse un petit peu des résultats en termes de réponse aux demandes urgentes. Est-ce que vous avez mis en place ce genre de suivi? Est-ce que vous avez du coup une mesure un peu de la qualité de la réponse qui est apportée? Alors, les CPO ont commencé à être mis en place dans les suites du Covid en 2020 et on avait un formulaire de demande semi-urgente qui était très basique à la base, un formulaire web. Et c'est ça qui a évolué vers la plateforme. Mais du coup, lorsqu'on a eu la plateforme, on avait déjà l'infrastructure humaine en place. Une des spécificités de la Mayenne, on a 7 hôpitaux, il y a une cellule dans chaque territoire et elles sont coordonnées dans un maillage territorial. Donc l'idée, c'est qu'elles communiquent entre elles par rapport à ça. Et les cellules parcours sont les tours de contrôle des demandes qui peuvent concerner plusieurs services ou autres. Elles s'assurent que c'est traité. La question de la démonstration de valeur du projet, vous faites bien de la poser. On y travaille, mais elle n'est pas encore faite. C'est-à-dire que là, il y a eu un peu plus de 400 demandes. Et ce qu'on a commencé à faire, mais c'est un gros travail, c'est pour chacune des demandes, essayer de faire la preuve de valeur que la demande d'anémie ferriprive de Madame Durand, eh bien, si jamais, là, elle a été prise en charge rapidement, si jamais il n'y avait pas eu ça, elle aurait été aux urgences, elle aurait eu une DMS, je dis n'importe quoi, de 4 jours, ça aurait coûté plus cher, elle aurait pu s'aggraver. Donc ça, c'est quelque chose qui est à faire et qu'on essaye de faire lors du second semestre. Mais c'est quelque chose de fondamental, et c'est ce que présente M. Malone dans la présentation responsabilité populationnelle, c'est que la légitimité d'un tel outil, c'est de montrer que les patients ne viennent pas aux urgences, que la DMS baisse et que l'hospitalisation de jour augmente. Sinon, ça ne sert à pas. Bonjour, je voulais savoir quelle gouvernance vous avez mis en place, et notamment sur la représentativité des différents professionnels. Vous êtes passé par les ordres ou ce sont des médecins volontaires? Enfin, comment les groupes de travail, qui valident et comment vous les faites évoluer? Le projet a été co-construit pour la première version avec le Conseil de l'Ordre des médecins. Et donc, typiquement, pour le module de médecine, pour citer celui-là, le Conseil de l'Ordre a désigné certains médecins qui étaient volontaires pour participer au cahier des charges, pour expérimenter. Et du coup, c'est le Conseil de l'Ordre lui-même qui l'a présenté aux médecins de ville. Ce n'est pas l'hôpital qui a dit aux médecins de ville, voilà l'outil. Pour le module pharmacie, on a fait avec le représentant départemental du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens. Et pour le module IDEL, c'est pareil, c'est avec l'URPS, infirmiers libéraux, qu'on l'a construit. On passe toujours par les ordres.